Salut à tous, je me présente pour ce tout nouveau format sur ma chaîne et pour ce podcast du coup sur Spotify. Je m'appelle Suzy, j'habite actuellement à Barcelone, du coup en Espagne. Ça fait 4 ans et demi que j'habite là. Et j'allais dire, je suis passionnée de deux choses dans la vie, c'est le théâtre. Bon, non, trois choses en vrai. Donc le théâtre, l'Eurovision, j'ai très très hâte chaque année de voir la finale, et le cinéma. J'ai pas envie non plus de me qualifier de passionnée parce que je suis pas, comme je vous ai dit, pas hyper non plus calée. Je suis pas genre une encyclopédie de cinéma et j'ai pas non plus la prétention de m'y connaître, entre guillemets. Donc ça sera juste un podcast entre vous et moi, pour parler sans chichi, j'allais dire, de ce qui nous passionne, de ce qui occupe la plupart de notre temps libre. Et du coup, ce podcast s'appelle La Trilogie. Donc bienvenue dans le premier épisode de La Trilogie. Alors la trilogie, rapidement, pourquoi la trilogie? Parce que tout simplement, le chiffre 3, c'est mon chiffre préféré. Et du coup, dans la trilogie, on va parler principalement de comédie, d'horreur et de drama. Alors, dans le sens horreur, premièrement, parce que le genre d'horreur, c'est mon genre préféré. Pourquoi le drama? Parce que aussi j'adore le drama et ça change un petit peu de l'horreur. Et pourquoi la comédie? Alors que ça pourrait être encore un peu plus niche, ce podcast. C'est tout simplement pour des raisons de santé mentale, parce que la santé mentale, c'est très très important. Et je trouve, même si on est, en tout cas dans le sens du drama et de l'horreur, si on adore ce genre-là, il est très important, et je pense qu'il y a énormément de personnes qui font ça, notamment si elles regardent des films d'horreur ou des films sombres et dramatiques. Le soir, c'est de regarder un petit peu de comédie avant d'aller se coucher. Et c'est pour ça que je mets un petit peu de comédie. C'est déjà parce que j'adore la comédie, j'aime beaucoup ça, et aussi pour ma propre santé mentale, parce qu'évidemment les films et les séries télé dont je vais vous parler, je les regarde avant de vous parler si je ne les ai pas déjà vus. Du coup, horreur, comédie et drama. Et du coup, ce premier épisode de la trilogie saison 1 va être sur Pod Generation, Ganou et Scream 5. On va commencer en réalité avec Ngannou. Donc Ngannou, c'est un film camerounais qui vient de sortir. Il est sorti en 2023. Il est disponible sur Netflix. Et là, je vais prendre mon petit papier parce que ma mémoire... voilà. Euh, et donc, j'ai dit, il vient du Cameroun, il est disponible sur Netflix. J'ai pu le voir sans VPN, donc si vous êtes en France, j'imagine que vous pourrez le voir. Le réalisateur, c'est Kang King-tous, et il joue aussi le rôle d'Ngannou. Et il y a également un acteur qui me semble que j'ai déjà vu dans d'autres films, dans notamment Fried Berry, World of Warcraft, et Pirates des Caraïbes. C'est Hakim K. Kazim. Il joue le rôle du soldat dans Ngannou. Et du coup, Ngannou, c'est un film sur ce propre personnage. C'est malheureusement un jeune homme qui a vécu d'horribles choses. Son père était extrêmement violent avec sa mère. Il a été témoin, comme de nombreux enfants dans la plupart des pays, si ce n'est tous. Il a été témoin du coup des violences portées par son père sur sa mère, physique, morale, harcèlement et maltraitance morale aussi, et un viol également. Et malheureusement, ce petit garçon vient grandissant dans cet environnement-là, et dans sa... On n'a pas vraiment de mot pour ça en français, mais dans sa quête d'adulte et dans sa quête d'homme, il malheureusement a choisi, plus ou moins malgré lui, de recommettre ses actes sur sa compagne, et du coup, par conséquent, sur l'enfant qui s'appelle Koum, je crois. Et ce que j'ai bien aimé avec ce film, déjà, c'est très important. Pour moi, c'est juste de dire que ce film, en fait, il m'est venu l'idée de le regarder en voyant un TikTok. Alors, c'était le TikTok de qui? C'était le TikTok de Kali JB.
Si vous êtes regardé ça sur YouTube, je vais mettre du coup son quelque part, et aussi surtout dans la description sa revue, à lui. Et je me suis dit: «Mais c'est vrai déjà, un film camerounais, oui, je vais aller le voir» et surtout aussi les prémices du film, qui me plaisaient bien. Donc au fur et à mesure des choses, donc on voit Ngannou évoluer, mais aussi, surtout, et c'est ça aussi ce que vous verrez dans la bande-annonce, si vous choisissez de regarder la bande-annonce avant de regarder le film, c'est que Ngannou va s'engager dans l'armée dans le but de quand même essayer de de se reconstruire, de changer son comportement et de s'améliorer en tant que, déjà homme et aussi en tant que personne. Donc Ngannou, ce n'est pas non plus quelqu'un qui est, perdu, c'est pas une cause perdue. Et pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film? C'est parce que, déjà ça touche sur un sujet qui est, très, très grave et très important et qui touche énormément de personnes, quel que soit le pays. J'insiste sur quel que soit le pays, parce que le film, du coup, il est camerounais, mais ça se passe aussi chez nous en France et dans d'autres pays. Et aussi, pourquoi? C'est parce que même si les actes que Ngannou choisit de commettre, donc que ce soit les violences physiques, morales sur sa femme, sur son fils, et les viols qu'il commet, ils le disent pas dans le film, mais je pense que du coup le fils est né à cause de ça. Même s'il le choisit et qu'il y a aucune excuse, et en aucun cas j'ai excusé ce genre de personne, normalement tout criminel ou tout délinquant doit avoir la possibilité de se réhabiliter. Et c'est ça aussi qui m'a bien plu du coup dans ce film, c'est que certes Ngannou, c'est un homme horrible, il y a rien à dire sur ça. Ngannou, c'est un gros bâtard. On va dire les mots, on va jurer dans la trilogie. Si vous n'avez pas déjà remarqué, il va y avoir, j'ai essayé de me retenir au maximum, mais il va y avoir des petits jurons. Du coup, Ngannou, c'est un gros bâtard. Mais il faut aussi ça, et pourquoi ce film il fonctionne très bien et aussi pourquoi il est excellent, c'est parce que ça parle de aussi, il faut comprendre, même sans excuser, très important, parce qu'il y a des actes qui sont inexcusables et impardonnables, mais c'est très important aussi de comprendre d'où vient la personne. Et dans ce cas-là de Ngannou, c'est que cette personne, il vient d'un environnement horrible. Donc son père violent, il voit les violences de sa mère, et petit spoiler, la mère, elle meurt, et Ngannou, il est témoin de ça, il meurt des mains de son père, du coup. Mais du coup, ça explique le comportement que Ngannou a dans sa vie d'adulte, c'est expliqué par le fait de son enfance horrible. Donc pourquoi c'est très bien? C'est parce que ça parle de ce qui se passe et de l'importance des effets psychologiques de ce qu'on peut vivre avant dans l'enfance, de l'effet psychologique que certains événements, que ce soit dans l'enfance ou non, peuvent avoir sur notre comportement plus tard, donc du choc post-traumatique et des chocs qui sont après internalisés. Donc déjà sur ce fait, je me suis dit: «C'est très bien, ça va explorer, ça va pas juste être, Ngannou c'est un gros bâtard, il va essayer d'aller s'engager dans l'armée pour» d'ailleurs engagement qui m'a fait, me dire c'est un petit peu ironique, parce que Ngannou il s'engage dans l'armée suite à une «pub» entre guillemets du gouvernement via les radios, pour essayer d'enlister des hommes et des femmes, principalement des hommes évidemment, pour combattre Boko Haram. Ngannou, c'est un agresseur, c'est un violeur, c'est un abuseur. Il va aller combattre, il va aller se former pour aller combattre Boko Haram. Pour les personnes qui soit sont trop jeunes ou qui ne s'en rappellent pas, ont commis notamment, ils n'ont pas été très sympas, en gros, on va rester comme ça, avec la gente féminine et notamment les petites filles. Je me souviens plus très honnêtement, je regarderai et je mettrai sur la vidéo si c'était le cas, s'ils ont commis des actes sexuels sans consentement. Mais en tout cas, la sécrétation, oui, comment c'est pas la sécrétation? Le séquestrement du coup de jeunes filles, de femmes, si toi-même tu es quelqu'un comme Ngannou, ouais, j'ai trouvé ça une ironie assez, du coup ironique. J'ai trouvé ça assez drôle entre guillemets. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça très, très intelligent et très sympa entre guillemets, le fait que le film explore la partie psychologique et la partie passée et l'effet que certains événements peuvent avoir sur notre vie en gros. Alors, j'aurais dû lire ça avant.
Mais point qui me semble assez important, ne mangez pas avant de regarder ce film. Ou pendant. Pourquoi? Parce que, les violences sont assez, graphiques. C'est-à-dire quand il s'agit de violences physiques autres que le viol, heu, le réalisateur les et je sais pas s'il a aussi écrit le film, il me semble qu'aussi peut-être. Hem, bref, peu importe, la personne qui a écrit le film et la personne qui réalise, du coup, Kang, il il montre bien les choses, donc notamment, les violences qui sont faites sur la mère au début du film. Il y a aussi des éclipses, des ellipses, bref, qui sont faites, hem, plus tard aussi dans le film. Donc on voit, c'est pas que dans le film qu'on voit l'enfance de Ngannou et les événements dont il est témoin. C'est aussi, partie dans le film. Ah c'est chaud, hein! Ça, pas parce que, bon heureusement j'ai jamais vécu en tout cas à ce niveau-là, de violence comme ça, mais il faut s'accrocher. C'est pas pour, si ça peut vous toucher grandement, ne regardez pas ce film. Mais si vous êtes un peu plus, fort et que vous avez un peu plus de résistance surtout, ne mangez pas avant parce que franchement, moi, il y a des moments, ça m'a un petit peu pas dégoûtée parce que c'était mal fait ou que c'était mal, mais parce que ça touchait à ma sensibilité, déjà d'être humaine, mais aussi à ma sensibilité qui est propre. Ah, c'est extrêmement bien fait. C'est très, très, très bien fait. Il y a juste un petit truc, moi, que je trouve, un peu dommage, mais ça, c'est vraiment genre, c'est pinaillé, c'est qu'il y a une des blessures, notamment sur la mère, qui lui arrive là sur le front, parce qu'elle se fait, j'allais dire matraquer. Heu, oui, enfin, ouais, elle se fait matraquer avec je crois que c'est un grand coup de bâton par le père du coup, de Ngannou. Et du coup la blessure, qui a été faite après, c'est une blessure qui est faite avec du maquillage spécial. C'est pas, il me semble pas, adéquate avec la partie sur le corps de laquelle c'est. Pour moi, ça semblait plus à une partie du corps, enfin, on dirait plus une blessure qui en dessous, il y a du gras et sur le front, il y en a pas normalement. C'est tout dur quoi, il y a pas de enfin c'est bref, c'est juste, je pinaille. Et aussi un autre petit moment, on voit, c'est vers la fin du film, il y a juste, je reviens pas sur qui, mais je ne dirai pas pourquoi non plus. Mais il y a une des cicatrices qui est sur un bras, déjà on voit, moi je me suis dit ça, bon, évidemment, c'est faux. Ils vont pas blesser les acteurs exprès, mais je me suis dit: «Ça, ça va tomber. Ça, je sens que ça va tomber», tu vois? Et ça a pas manqué, le truc est tombé. Je me suis dit: «Ah, mais c'est pas le qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le bout de c'est pas la cicatrice?» Et évidemment, après, on voit sur l'acteur que la cicatrice est partie. Mais ça, c'est vraiment, je pinaille. Moi, le pinailler, à fond, c'est vraiment juste la blessure enfin, oui, la blessure de la mère au début qui n'était pas adéquate avec la partie du corps. À ma connaissance, si ça se trouve, je me trompe, hein, c'est aussi possible. Mais aussi, ce que j'ai bien aimé, en parlant d'imagerie, c'est une image, je pourrais plus dire à quel moment du film, mais c'est une image au niveau, couleur et jeu de lumière. Donc Ngannou, il a un passé sombre et le but du film, c'est de voir que malgré ce passé sombre, en gros, on peut tous, retourner dans la lumière ou en tout cas aller, dans cette direction et entreprendre des actions qui, vont nous y amener. Et il y a un moment, c'est Ngannou rentre dans sa maison, il va pour cette maison et on voit aussi des enfants qui, donc la maison d'Enganou est en, plan arrière et il y a des enfants qui jouent en rond, il y a des enfants qui sont joviales, qui rigolent et cetera et qui chantent et qui sont en premier plan. Mais ces enfants, ils sont dans l'ombre. Et pour moi, c'était un moyen extrêmement beau et intelligent de mettre l'enfance d'Ngannou, qui est une partie sombre de sa vie, dans l'ombre et la maison d'Ngannou dans la lumière, mais pas trop non plus. Parce qu'il y a une part d'ombre qui, malgré son enfance, il a dû traverser des moments de lumière et de joie et de bonneté, on va dire. Mais il reste encore ce gros nuage sur lui et sur sa vie, qui reste sur sa vie présente. Donc pour moi, ce qui a été très beau, c'est que son enfance qui est censée, enfin l'enfance en général qui est censée être la partie de notre vie, enfin en tout cas la plus importante pour notre développement, qui est censée être joyeuse, sans souci. Du coup, avoir des enfants en premier plan qui sont joyeux, qui rigolent, etc., mais avoir mis de l'ombre sur eux, ça fait un contraste qui est vachement intéressant et que je trouve vachement beau. Et ils le refont à 2 reprises, donc cette occurrence-là et une autre occurrence un peu plus tard dans le film. Et j'ai trouvé ça très, 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 très beau. Je me suis dit,
c'est très poétique et franchement, franchement bravo pour ça, c'était très très beau et très excellent. Et franchement, ça a l'air de rien comme ça, mais je crois que c'est enfin, il y en a tellement des bonnes scènes dans ce film, mais c'est ouais, pour moi, une des meilleures scènes du film, c'est tellement poétique que j'ai adoré. Et du coup, ah oui, aïe aïe aïe. Un autre point du coup, qui m'a, moi, pas chagrinée, c'est pas dans le sens, et quand je dis ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas dans le sens, oui, ça a été mal fait, c'est pas une critique, genre, pour cracher sur le film. Mais je me suis dit que c'était intéressant, et il s'en cache pas, le film, mais je me suis dit c'était intéressant qu'il y ait ça dans le film parce qu'il y a un point qui, moi, du coup, en ma qualité de femme, qui m'embête, c'est la misogynie latente dans les sociétés, et ça, dans toutes les sociétés. Je pense. Notamment, en l'occurrence, quand la femme Ganou va pas se plaindre parce qu'elle est matrixée dans sa maltraitance, et aussi, je pense, par la culture, elle va pas aller se plaindre, elle va pas aller, et je pense en gros principalement par le fait qu'elle est matrixée par ces violences, elle est trop dedans. Euh, Quand elle dit, je sais plus comment c'est dit, mais en gros quand parce que tout le monde sait dans le village que Ngannou c'est un gros bâtard et qu'il bat sa femme et qu'il la viole. Viole peut-être pas, mais qu'il la bat c'est sûr. Mais quand il y a quelqu'un qui essaye plus ou moins de l'aider, de lui faire comprendre ce que Ngannou fait, c'est mal et qu'il a pas à faire ça, parce qu'en plus, qu'il a pas à faire ça, j'allais dire un truc, mais ça excuse rien, ça excuse pas. Parce qu'en fait, Ngannou, enfin si je vais le dire, parce que Ngannou, ce qu'il dit, c'est en gros, je fais ce que je veux, c'est ma femme, voilà, c'est ma femme. Sauf qu'il y a des villageois, et en particulier un, lui dit mais en fait non, déjà vous n'êtes pas mariés, et aussi non seulement vous n'êtes pas mariés, mais en plus t'as pas payé sa dot. Donc non seulement vous n'êtes pas mariés, donc c'est pas ta femme, mais parce que t'as pas payé sa dot, pour la marier, bah c'est encore moins ta femme. Bref. Voilà, c'est... Il est débile. Il veut jouer le gros macho, le gros mâle, mais sans pour autant mettre la... C'est comment on dit? Sans pour autant s'engager vraiment dans la relation, en tout cas au début. Peut-être ça n'a pas commencé comme ça, enfin, sans doute pas, mais bref, sans s'engager dans la relation de père de famille, etc. Bref, il a que de la gueule. Mais, ouais, voilà, petit point. Mais du coup, quand on essaye de faire comprendre à cette femme qu'elle devrait peut-être dégager, peut-être s'enfuir et faire quelque chose, on lui dit aussi, là, je vais prendre mes petites notes, on lui dit aussi, qu'est-ce que t'as fait? En gros, qu'est-ce que t'as fait pour provoquer Ngannou pour qu'il te frappe comme ça? Euh, et aussi, si tu continues, Ngannou va te tuer. Excusez-moi, mais aucun aucun acte, aucune parole ne peut en aucun cas prétexter ce genre de comportement et ce genre d'acte violent. Et ça, je trouve que ça existe encore un peu beaucoup trop. Par exemple, quand il y a des meufs dans la rue qui sont agressées, qui sont harcelées, on va leur dire ah qu'est-ce que tu portais ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as dit, est-ce que enfin non. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien d'avoir mis, de ne pas avoir caché ce genre de choses dans le film. Et j'ai employé le mot misogynie parce que j'aurais pu dire aussi sexisme, mais pour moi, ça résulte plus de la misogynie que d'autres choses. Et j'ai trouvé ça assez triste que encore aujourd'hui, ça existe encore ce genre de choses. Mais c'est parce qu'évidemment, le film se porte sur Ngannou et sur sa réhabilitation. Évidemment, il ne se concentre pas là-dessus. Mais je trouvais ça très intéressant qu'il dort ça dans le film. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est le but, c'était de dénoncer, entre guillemets, ce genre de choses. Mais en tout cas, j'ai apprécié le fait que c'était là, qu'il ne se cache pas et qu'après, malgré ces paroles qui parfois sont inconscientes, qui peuvent résulter découdre de, enfin découler de, comment dire, de biais, de bias, c'est que il n'existe pas tout du moins. C'est par exemple pour, bon, ça n'a rien à voir, mais c'est tout violent, non, mais c'est violent quand même.
C'est par exemple, on peut ne pas être raciste, mais tenir des propos qui peuvent être racistes, mais qui peuvent être perçus tout comme. Donc je trouve ça très, très, très intéressant. Et donc pour finir, pourquoi c'est intéressant ce film et c'est quoi le point fort de Ngannou? Et pourquoi il faut le voir, c'est que du coup, ça parle sur les conséquences et l'importance, non, mais l'importance du traitement que on peut subir et faire subir aux autres, que ça soit à un moment donné de leur vie, mais en particulier pendant l'enfance, l'importance des conséquences des violences dont un enfant subit ou dont il peut être témoin. Et dans ça, j'aimerais faire un petit shout-out à la personne qui joue le jeune Ganou. Malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver son nom, le nom de l'acteur. J'ai cherché dans Netflix, il n'y a pas l'air d'avoir. Sur IMDb non plus. Dans d'autres sites que j'ai regardés, il n'y a pas l'air d'avoir. J'ai pas trouvé. Même dans les crédits, à la fin du film, il me semble qu'ils n'ont pas crédité le nom de l'acteur. Je sais pas pourquoi. Parce que Ngannou, il est joué par, du coup, Kang Kintus. Mais je me doute qu'ils n'ont pas attendu une trentaine d'années, voire peut-être plus, pour que Ngannou, pour que cet acteur et le réalisateur du coup du film puissent jouer la version adulte. Mais il était très 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 bon. Il a très peu de paroles, mais sa parole du coup de son langage corporel était excellente. Franchement, il était à faire couler les petites larmes, vraiment très bien, et ça m'a rappelé une de mes camarades de classe au lycée, parce que j'ai fait l'option du coup à théâtre aussi. Une de mes camarades de classe, je sais plus si c'était il me semble que c'était pour l'examen final, quand on doit passer devant un trio d'examinateurs en gros, et elle, son rôle, c'était un rôle muet. Et on pense en général que pour avoir une bonne note ou avoir une reconnaissance, petit aparté d'ailleurs, Barbie, c'est quoi le délire? Bref, ceux qui savent, savent. Mais du coup, on pense que pour avoir une reconnaissance, il faut être énormément à l'écran, il faut avoir beaucoup de lignes, alors que pas du tout. Par exemple, l'acteur, pour revenir sur lui avant de continuer sur ce que j'allais dire sur ma camarade de classe, l'acteur Hakim Kekazim, et nom évidemment nom de famille évidemment que je prononce très mal, mais cet acteur, il me semble que à chaque fois que je le vois, c'est pas dans un rôle principal, enfin en tout cas dans les films que moi j'ai regardés, mais je l'ai reconnu directement et je me suis dit, lui c'est un bon acteur, tu vois. Et pourtant, évidemment, quand t'es pas le rôle principal, tu as moins de lignes que d'autres. Mais pourtant, en gros, les acteurs secondaires, voire tertiaires, ils peuvent beaucoup plus marquer, voire peut-être plus marquer. Et du coup, cette camarade de classe, c'est une qui a eu des meilleures notes. Et pourtant, elle n'a pas eu une seule ligne. Elle n'a pas eu sorti un seul mot il n'y a pas un seul mot de sa bouche qui est sorti, mais pourtant, c'est elle qui a eu des meilleures notes. Du coup, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'un acteur n'a pas de rôle, que le personnage ne va pas beaucoup dans le film, qu'il n'y a pas d'importance, et que l'acteur, en tout cas, ne va pas sortir une performance de dingue. Et cette personne, le jeune Ngannou, et la personne qui était ma camarade de classe, performance incroyable. Et aussi, petit shout-out du coup à l'acteur qui a joué le rôle du fils de Ngannou, Koum. Et lui, son nom, c'est Musing Daniel. Excellent aussi dans ce qu'il y a dans son personnage. Il est un peu plus comment dire, comique. Mais aussi, tu vois la gravité de ce que lui aussi a été témoin, tout comme Ngannou quand il était plus jeune. Donc il essaye aussi de s'en sortir de par la comédie. Mais tu vois aussi que malheureusement, lui aussi, il s'est résolu un petit peu à la délinquance. Et il m'a fait penser un petit peu aussi rapidement, rien à voir, mais aussi à la manière dont il a été portrifié, c'est peut-être pas un mot, mais on va l'utiliser quand même, dans la manière dont a été portrifié Luffy dans One Piece, enfin dans le live action de One Piece sur Netflix. Un truc assez léger et assez jovial, on va dire, mais avec la gravité de l'enfance du coup de Luffy. Et ça m'a fait penser un petit peu à cet acteur-là, dont je n'ai pas le nom en tête tout de suite. Et il y a une scène, à un moment donné, où c'est entre Koum du coup et Ngannou. Ça mérite des prix. Franchement,
c'est une scène qui te prend aux tripes parce que c'est un monologue, siège dialogue avec Ngannou. Et franchement, si vous n'êtes pas sensible, et ça, si ça vous touche pas, c'est peut-être que c'est pas votre registre, mais aussi c'est que vous avez pas de cœur. Franchement, une performance incroyable. Franchement, un truc de ouf. Je vais, après, ce que j'ai pas regardé, mais je vais essayer de retrouver d'autres films. Du coup, j'ai essayé de trouver vraiment le nom de ce jeune acteur, le jeune qui a joué à Ngannou. Et du coup, d'autres films avec Moussine Daniel. Je sais pas si c'est son premier film, je pense pas. Mais pour voir et pour suivre cet acteur, franchement, c'est un acteur à suivre. Et aussi, l'acteur qui a joué Ngannou, et du coup, le réalisateur, qui nous a donné aussi une performance vraiment incroyable. Et que ça n'a pas dû être facile de jouer ce genre de rôle non plus. Donc franchement, bravo à eux trois. Et aussi aux femmes qui ont joué les rôles, la mère de Ngannou. Parce que c'est pas même si c'est pas réel, c'est pas non plus facile de jouer ce genre de rôle. Et la la compagne de Ngannou, du coup, aussi, qui... Enfin, c'est pas facile, même si c'est pas vrai, donc mentalement... Bravo à vous 5 du coup. Et donc ça, j'en ai déjà parlé. Ah oui, il y a une image que j'ai trouvée assez poétique et extrêmement belle et franchement très intelligente. C'est un moment où, mon petit spoiler, mais sans vous donner non plus trop de contexte, c'est un moment où la maison de Ngannou, adulte du coup, brûle. Et la première chose qui est mis en feu, c'est la chaise. Enfin, il y a une chaise au moment, c'est dans la pièce principale, il y a une chaise qui est au milieu de la pièce, et aussi au milieu de la porte, là, enfin, dans le cadre de la porte, mais en reculé. Enfin, ça reste dans le cadre, enfin, en centre, c'est au milieu de la pièce, bref. C'est au centre, quoi. Et du coup, cette chaise, pourquoi elle est importante, et je trouvais ça poétique, c'est parce que c'est la chaise sur laquelle s'assied le père de Ngannou, avant ou après qu'il commette des violences sur sa femme et aussi du coup mentalement sur son fils. Et aussi, après du coup par le passé, c'est sur la chaise sur laquelle Ngannou s'assoit. Et pourquoi j'ai trouvé ça très poétique qu'elle brûle et que ça soit le premier truc qui brûle, c'est parce que du coup, je me suis dit, c'est un message qui, ça y est, Ngannou, il est libéré, entre guillemets, de son passé. Ça y est, c'est mis de côté. Il a encore, évidemment, quand il revient de l'armée, des comportements de narcissistes, de possesseurs, d'agresseurs et d'abuseurs mentaux et sexuels. C'est pas parce que tu vas à l'armée que ça y est, c'est bon, t'es réformé. Mais tu vois qu'il a fait un grand chemin mentalement pour changer et pour sortir de ce schéma de violence. Et du fait que cette chaise brûle, en plus avec le contraste sombre de la maison parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'intérieur, il n'y a pas de lumière, du coup c'est sombre, c'est noir, et le fait que du coup les flammes s'enflamment et apportent de la lumière, ça rapporte du coup de la lumière dans la vie de Ngannou, et aussi ça brûle le passé, du coup l'enfance de Ngannou, l'enfance terrible qu'il a vécue, mais aussi sa partie violente de la partie adulte, et j'ai trouvé ça très 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 beau et très 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 poétique. Il y a des trucs comme ça, je trouve ça assez... Ça peut paraître banal, mais ouais, je trouve ça très très beau. C'est tout. On va passer maintenant au prochain film, qui est Pod Generation. Alors du coup, Pod Generation, c'est un film aussi 2023. Franchement, c'était pas fait exprès parce que j'ai regardé plusieurs films avant de me décider déjà de quel film dont j'allais parler et aussi dans quel ordre, parce que je prépare plusieurs épisodes à l'avance. Mais du coup, en voyant mes notes, je me suis dit c'est pas fait exprès, mais du coup les films, à part peut-être Scream 5 qui est lui sorti en 2022, donc Pod Generation et Ngannou sont tous les deux sortis en 2023, c'est pas fait exprès. Donc c'est pas fait exprès que c'était assez récent. Bon, en vrai, pour Pod Generation, je pensais que c'était un film qui était pas du tout récent, c'est juste un film que j'avais raté. Mais du coup, Pod Generation, c'est un film réalisé par Sophie Barth, avec Emilia Clarke, que vous connaissez certainement de Game of Thrones, et aussi, c'est ma surprise, mais de Futurama, a fait la voix d'un des personnages de Futurama, du coup des dessins animés. Et aussi avec son comparse, l'autre acteur principal, c'est Chiwetel Ejiofor, que vous avez notamment sans doute vu dans 12 Years a Slave. Et du coup, vous avez aussi pu voir Monsieur Chiwetel dans Doctor Strange. Et donc les deux, franchement,
franchement, pardon, ils font une très belle paire. Donc aussi très contrastement parce qu'Emilia Clarke, elle est assez petite et Chiwetel, il est assez grand. Donc déjà, du coup, déjà, je me suis trouvée c'est assez marrant. Et aussi, ce que je trouvais marrant, enfin pas marrant, mais intéressant, c'est que Chiwetel, enfin, moi, en tout cas, quand je le vois et quand je le voyais en tout cas dans Traverse de la Sève et après à la télé quand j'étais en Angleterre, c'était que c'est quelqu'un qui se tient bien, il a assez une prestance physique et un certain charisme. Pas qu'il en a pas dans le film, mais il a un rôle un peu plus adouci. Et un peu plus, enfin, il joue un homme qui est plus en lien avec ses émotions et avec sa partie féminine, tout en restant un masculin. Comme quoi, on peut faire pour être les deux à la fois. Et je trouvais ça assez intéressant. Et aussi au niveau des énergies qui se renvoient les deux, j'ai trouvé que c'était extrêmement, enfin c'était un casting extrêmement bien fait, parce que du coup il fonctionne, et du coup il joue un couple qui fonctionne très très bien. Il joue un couple qui, et c'est ça le plot de Pod Generation, c'est que Pod Generation, ça se passe dans un futur, je ne sais pas quelle année, parce que je crois que c'est pas précisé, mais du coup, dans ce futur-là, les parents, les futurs parents et les femmes surtout, peuvent avoir l'opportunité, s'ils veulent, avoir des enfants, et peut-être aussi, du coup, pour les autres personnes qui sont pas femelles et mâles, euh, mais ça, c'est un sujet à part qui, dans notre pays, encore est assez touchy, on va dire, dans notre pays, la France. C'est en gros la PMA, entre guillemets, ça parle pour moi un peu, ça touche à ce sujet-là. C'est-à-dire que Pod Generation, dans le futur, si n'as pas la capacité physique de porter ton enfant, ou alors si en gros, ça n'a pas le temps, tu veux en gros mettre l'accent et le focus sur ta carrière, tu peux dans ce futur-là, utiliser, et surtout si t'es riche, parce qu'évidemment c'est réservé aux riches, parce qu'évidemment c'est très cher. Du coup, tu peux contracter une entreprise qui, moi, m'a fait penser un peu, à mon avis, c'est pas fait exprès, qui m'a fait penser un peu à, du coup, à Amazon, et aussi un petit peu à, et ça, je pense, du coup, c'est un peu fait exprès le parallèle, aussi à SpaceX. Et du coup, tu peux contracter cette entreprise et un utérus artificiel. Et l'utérus artificiel, je vous le verrai en version vidéo. En version audio, c'est que, en fait, c'est un œuf, clairement, c'est la forme d'un œuf, avec en plastique assez dur. Et dedans, il y a du liquide, etc. Un peu tout comme un utérus, en gros, mais avec une coquille un peu plus dure. Et du coup, je pense, c'est un peu comme une fille, mais du coup, et je crois même, il me semble qu'il y a déjà eu quelqu'un qui est né par ce biais-là, qui a grandi dans, enfin qui a été fait du coup dans un utérus artificiel, il me semble que c'est déjà le cas. Bref, mais du coup, je me suis dit, c'est intéressant parce que ça touche au sujet que malheureusement, énormément de femmes encore aujourd'hui font face, c'est la plupart, enfin pas la plupart, mais beaucoup doivent faire un choix entre leur carrière et enfanter. Ou alors quand elles prennent la décision ou quand la grossesse leur arrive, en gros, c'est que le traitement dans le milieu du travail et il change complètement. Donc du coup, tu es moins valorisé, tu perds dans certains cas évidemment, je fais pas une généralité, mais tu peux perdre comment dire, en possibilité pour continuer dans ta carrière, pour croître, pour grandir, etc. Pour aller, enfin bref, pour grandir quoi. Et souvent, tu es du coup, parce que on a la possibilité de tomber enceinte, d'être moins valorisé, de moins considéré, de rester un palier, quoi, en gros. Et du coup, Pod Generation et cette société dont je n'ai pas noté, il me semble, essaye de résoudre cette problématique et de permettre aux femmes qui ne veulent pas abandonner leur carrière, de mettre une grande pause, de contracter, de louer, entre guillemets, et le mot louer dans ce film, il faudra s'en souvenir, de louer des utérus artificiels. Et aussi, ça parle évidemment du changement et surtout aussi du changement physique que certaines femmes subissent pendant la grossesse, et aussi principalement dans ce cas, du coup parce que le personnage d'Emilia Clarke va contracter cette entreprise avec son mari, du coup pour pouvoir avoir un enfant, parce qu'il me semble qu'il y avait eu un souci niveau biologique, ils n'avaient pas pu du coup biologiquement avoir un enfant.
manière naturelle et physique, d'avoir un enfant et qui pourrait, mais que c'était un peu compliqué quoi, de recommencer, je veux dire, qui pourrait recommencer, mais que c'était un peu compliqué. Hem, mais du coup, elle décide du coup de contracter cette entreprise. Mais ce qui est très intéressant avec ce film aussi, c'est que ça parle pas que de l'aspect physique et du coup du traitement de la femme enceinte et des mères et des parents en général, parce que ça parle aussi des parents dans le grand sens, donc parents biologiques, parents adoptifs et tuteurs légaux, dans le sens général, du coup dans le monde du travail, qui malheureusement parfois sont beaucoup trop du coup mis à l'écart. Mais ça parle aussi principalement non, mais ça parle aussi surtout très grandement de l'effet psychologique qu'a, une grossesse ou le fait d'être mère, ou de vouloir être mère sur une femme et aussi et ça j'ai trouvé, très intéressant et que j'ai gravement apprécié, c'est que ça parle évidemment se focalise pardon, ça se focalise sur la mère parce que c'est la mère, physiquement qui fait un peu tout. Oui, qui fait tout en termes de la grossesse et d'être enceinte, parce qu'évidemment un enfant ça se fait à 2, biologiquement parlant j'entends. Mais ça parle aussi de l'effet que la grossesse et le fait de devenir parent sur les hommes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie notamment, mais c'est évidemment en tant que femme et je ne vais pas me qualifier de féministe parce que franchement je ne pense pas que je le suis. Mais je trouve extrêmement important et j'essaye de le faire en tout cas de plus en plus, c'est de ne pas oublier l'importance et aussi des conséquences psychologiques que certaines choses peuvent avoir aussi sur les hommes. Notamment là en tout cas en termes de devenir parent, c'est pas parce que les hommes ne portent pas, l'enfant pendant, 9 mois qu'ils n'ont pas après, galéré physiquement, parce que oui, les conséquences physiques d'une grossesse ne s'arrêtent pas, après avoir donné naissance à l'enfant, ça continue bien après. Donc c'est pas parce qu'ils font pas tout ça que psychologiquement ça a pas un impact sur eux et c'est parfois, pas, négligeable cet impact, ça peut être assez grave. Et mon petit aparté, parce que là c'est en ce moment on parle de ça malheureusement, notamment au niveau des violences, et je vais revenir un peu du coup sur, le film précédent, Ngannou, qui n'a pas lui subi de violences, physiques. Du coup, en ce moment, on parle du coup du procès et malheureusement du jugement, autre aparté, malheureusement pour moi du jugement qui a été rendu de manière, très, faible, sur les personnes qui ont violé du coup Théo. Et du coup, on parle pas assez des parce que les hommes peuvent être aussi eux victimes de violences, physiques, psychologiques et du coup là sexuelles. Même si évidemment, enfin je dis évidemment, c'est ça qui m'y a fait penser. Donc du coup malheureusement l'affaire de Théo, enfin le jugement qui a été rendu. Certes, les femmes sont, et ça c'est pas indéniable, je vais pas évidemment revenir sur ça parce que surtout que moi aussi j'en étais victime. Mais certes, les femmes sont les premières victimes des violences sexuelles, mais je me suis dit, est-ce que, déjà on n'en parle pas parce qu'évidemment les hommes, qu'ils soient alpha, qu'ils soient masculins, virils, etc. Donc on pense pas qu'eux aussi peuvent être victimes de ce genre de violence. Mais je me suis demandé, je pense pas malheureusement qu'on pourra quantifier ça un jour, mais je pense que ça en fait partie déjà parce que la perception que la société peut avoir, de l'homme et que les gens peuvent avoir, sur les hommes qui sont victimes de violences, déjà, je pense qu'on se rend pas compte, mais aussi, ça n'aide pas ces hommes qui sont victimes de violences à aller porter plainte. Et du coup, je me suis dit: «Si ça se trouve, en fait, il y a» sans dire que ça équivaut aux violences qui sont faites aux femmes, parce que je pense carrément pas, mais je me demande si évidemment, il n'y en a pas beaucoup plus que ce qui, faudra regarder les statistiques là-dessus, mais s'il n'y en a pas beaucoup plus. Et du coup, pour, revenir du coup sur Pod Generation, parenthèse fermée, je me suis dit: «C'est extrêmement bien ce qu'ils ont fait et c'est extrêmement important, il faut pas négliger ça». C'est l'effet psychologique que devenir parent, peut avoir sur les hommes. Et dans ce film, ce qui est très bien, c'est qu'aussi, ça parle du coup en conséquence de l'effet, c'est quoi la dépression? C'est le postpartum. Du coup, Emilia Clarke, le personnage d'Emilia Clarke, avant il est un peu dans ce conflit interne avec son envie d'être mère et en plus elle a des rêves qui vont dans ce sens et aussi son envie de continuer sa carrière qui va très, très bien dans le travail. Mais après que, «l'enfant» entre guillemets, est né,
Oui, enfin, ça reste une naissance. L'effet, un peu de retrait qu'elle a eu par rapport à cette grossesse, on va dire là, vraiment entre guillemets, et après la naissance, comparé au début à son mari qui était un peu réticent d'avoir à recourir à cet utérus artificiel, parce que lui était plus dans la nature, et c'est ça son travail, lui, il est dans la nature. Il travaille avec les plantes, avec les arbres, et il est aussi professeur là-dedans. Et c'est aussi qui est très intéressant dans le film Pod Generations, ça parle et ça touche au fait que plus les années s'avancent et plus on est détaché, et c'est ça pourquoi il était réticent, le rôle du mari, à voir recréer à cet utérus artificiel, c'est parce que lui, il est rattaché à la nature, et le film parle du fait que de plus en plus on s'en détache pas par rapport, c'est pas une critique qu'ils ont fait sur la PMA et les services de ce genre, au contraire, parce que leur film c'est Pod Generation. Ça permet, je pense, ils sont restés neutres à mon avis. Ils sont restés neutres sur le fait d'avoir soit recueillir, peut-être plus tard, je pense à mon avis ça sera. Et là, j'ai vu ce matin d'ailleurs en Espagne une deuxième personne qui est née c'est pas d'un utérus artificiel, mais c'est d'un transplant d'utérus. Donc ça existe, c'est très très rare. Mais c'est encore possible, et il me semble qu'il y a une troisième personne qui devrait naître, je crois qu'ils avaient dit en mai. Bref, mais par rapport aussi à notre du coup, par rapport à ce contact qu'on a de la nature, pardon, mais juste réel, tu vas dehors, tu profites de la nature, des arbres, tu vas en campagne, dans la forêt, etc. Donc on s'en détache un peu plus, on a perdu, et c'est ça aussi un message du film, pas dans la nature de l'enfantement, mais dans la nature, dans son sens global, on a perdu notre lien, et en tout cas on le perd de plus en plus, notre lien avec la nature. Et ce qui est assez marrant, du coup, par rapport au lien que le personnage du mari a à insister que oui, il faut garder notre contact avec la nature, parce que c'est ça qui nous rend humains, la nature, les arbres, etc. Donc avec la flore, quoi, on va dire, pour être plus clair dans ses propos, mais aussi avec le fait qu'il y a des personnes, donc du coup le personnage d'Emilia Clarke et sa collègue vont dans des bars dans des bars à oxygène, entre guillemets, donc c'est un peu, tu savais, ces plantes-là qui sont ces petits arbres qui sont sous verre. Et il y a un masque qu'ils utilisent pour respirer de l'air, de l'oxygène la plus pure et la plus naturelle du monde. Donc ils sont obligés de faire ça dans cette société futuristique. Et aussi, ils disent ah mais on n'a pas besoin d'aller en commun, parce que le mari et la femme, ils ont une maison en bord de mer et dans un environnement qui est assez naturel avec beaucoup de flore. Et il y a les parents du coup de je sais plus quel d'eux, disent ah mais vous n'avez pas besoin de ça, on a des nature pods. En gros, c'est dans la société, c'est un peu comme des cabines qui ont un siège qui est assez ergonomique, tu peux t'allonger, ça épouse tes formes, etc. Ça a l'air, en vrai, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça a l'air confortable. Ça a l'air confortable de ouf, mais aussi ça a des sons et des images. Enfin, il y a une vidéo de nature, des arbres, des oiseaux, et surtout, là, je crois que c'était dans cette situation-là, c'était de la mer. Du coup, les gens, pour vivre à la nature, ils sont obligés d'aller dans des trucs artificiels, et c'est aussi ça le message du film, c'est qu'il ne faut pas perdre notre contact avec la flore et la nature et notre planète Terre, et qu'il faut la protéger, et que c'est extrêmement important. Et du coup, c'est aussi ça le film Pod Generation, mais aussi que de plus en plus, évidemment, la société future sera plus futuristique, que l'AI va prendre une importance de plus en plus grande. Et dans ce film, j'ai trouvé ça intéressant, et je me suis dit, sans doute, ça sera un petit peu... Enfin, ça m'a pas paru improbable, même si c'est évidemment de la fiction, de la science-fiction. C'est que, dans ce film en tout cas, le personnage d'Emilia Clarke va avoir un psy, et ce psy, en fait, c'est une intelligence artificielle qui est imagée avec un œil. Je vous mettrai l'image, mais en gros, c'est un œil dont on voit l'iris et la pupille, et qui est entouré, étrangement, ou pas, alors c'est fait, à mon avis, c'est fait exprès, et qui est entouré par des plantes du mural, avec des fleurs, etc. Et ce personnage, du coup, parle de rêves, c'est quoi l'importance des rêves, enfin, c'est pas très important. Et aussi, à un moment, en gros, la manière dont ce personnage est, et je trouvais ça ça m'a donné à moi le message qu'en fait, les IA, et si on les développe un peu trop, ils vont se sentir un peu trop supérieurs aux humains. Et ça m'a rappelé aussi une série qui avait été adaptée, je crois que c'est une série danoise, une autre série anglaise, ça s'appelle Humans, et c'était avec des humanoïdes, là par contre pour le coup.
Et pourquoi les humanoïdes, donc du coup dans la série Humans, ils avaient rencontré des problèmes parce que c'était des humanoïdes qui pouvaient ressentir les émotions. Et c'est pour ça évidemment qu'il y a une partie de la population dans cette série qui ont été pas très contents. Et du coup j'ai trouvé ça intéressant, bon ils se focalisent pas là-dessus, mais je trouvais ça intéressant qu'ils le remettent et qu'ils en parlent, parce que c'est vrai que c'est un débat qu'il faut faire attention, même si l'IA, franchement, ChatGPT, aller jouer avec, franchement, c'est extrêmement bien, sans en abuser. Mais c'est vrai, il me semble que c'était du coup Elon Musk, pour venir là-dessus, et c'est quoi son nom, Jeff Bezos et l'autre, là, je sais plus c'est quoi son nom. Le gars de... Ah, Richard Branson, je crois que c'est le gars de Virgin. Bref, il y a des gens qui avaient dit... même alors que eux, ça leur rapportait encore plus de fric. Ils disent, oula, on va un peu freiner sur le truc, on va un peu mettre le haut là, faudrait peut-être réfléchir aux conséquences que ça peut avoir sur la société, parce que c'est un peu trop rapide. C'est vrai que l'IA se développe extrêmement rapidement, mais du coup, il faut faire attention à ça. Et du coup, Pod Generation aussi, ce que j'ai trouvé intéressant. Ah oui, aussi enfin, pour revenir sur ces sociétés, je me dis, ils ont fait une parallèle, et là du coup une critique d'Amazon et de Facebook aussi, enfin ça m'a paru, il me semble, parce qu'il y a la société du coup qui loue les utérus artificiels, qui a un peu le monopole donc, du coup sur ça. C'est la seule entreprise qui le fait, mais aussi c'est une entreprise qui a plein de petites... autre entreprise, enfin c'est un groupe qui a plein d'autres entreprises, qui du coup crée un monopole, un peu comme à la Facebook et à la Amazon. Et pourquoi j'ai parlé aussi un peu plus tôt de SpaceX, c'est parce que cette société, et là c'est assez court, c'est que cette société veut aller sur Mars, un peu comme Elon Musk du coup, et pourquoi j'ai dit il critique la société un peu Amazon, SpaceX, c'est pas... Ah, c'est ça, c'est le nom, Pegasus, je crois que c'est le nom de la société, l'entreprise. C'est une société du coup qui veut créer un passeport pour aller sur Mars. Ils disent en gros, sans ce passeport-là, vous ne pourrez pas aller sur Mars. Donc en gros, si vous ne payez pas, vous ne pourrez jamais sortir de la Terre, vous ne pouvez jamais expériencer ce truc incroyable qui est d'aller sur Mars. Et en gros, vous payez, enfin il n'y a rien de mal à payer des trucs, et enfin, c'est très bien, il n'y a pas de souci à faire de l'argent. Moi je suis pas contre les riches et contre les ultra riches, mais c'est un peu là, je pense qu'ils ont touché un peu à l'élitisme que certaines entreprises peuvent avoir. Et ça, c'est normalement, même si évidemment, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui, là, en tout cas à l'heure actuelle, qui peuvent se payer un voyage autour de la Terre. Certes, parce que ça coûte très cher, mais faut pas non plus, enfin, c'est le discours en gros qui est important, faut pas non plus avoir un discours hyper trop élitiste. Et j'ai trouvé ça, ça a été fait de manière subtile et intelligente, donc ça a très bien été fait de critiquer ce point-là sur le fait de, enfin, à leur avis qu'ils pourraient avoir de SpaceX, d'Amazon et de Facebook. Et pourquoi je dis Facebook? Parce que Facebook, évidemment, a aussi un monopole, une importance sur les sociétés. Oui, aussi pourquoi le monopole et pourquoi il faut faire attention, et pourquoi j'ai insisté et j'ai redit le mot louer, c'est parce que dans un premier temps, moi c'est ce que j'ai cru, genre tu prends ton œuf artificiel, ton utérus artificiel, tu as ton enfant, tu en fais ce que tu veux, quoi, ça reste ton enfant. L'ovocyte, c'est l'ovocyte du personnage d'Emilia Clarke, et le spermatozoïde, c'est le personnage du mari de chez Beatle. Mais et c'est ça qu'il faut faire très attention, et c'est important de lire les contrats, et évidemment personne ne le fait, et moi la première, de lire comment dire, les termes et les conditions. En gros, quand on souscrit à un truc ou quand on télécharge une application, c'est parce que cette entreprise, aseptisée, je vais le dire, en fait, il loue vraiment le truc. En fait, certes, l'enfant, ça reste, et il y a le personnage principal de cette société-là qui le dit, certes, ça reste votre enfant, mais l'œuf, en gros, artificiel, c'est à nous, c'est à la société, donc ça reste notre propriété privée. Parce qu'ils voulaient le retirer et vivre la fin de la grossesse, entre guillemets, à leur maison. Et elle dit, non, en fait, vous ne pouvez pas faire ça, il faut que l'enfant il naisse ici, parce qu'en gros, d'abord elle est gentille, mais après, à un mode un peu plus incessante, un peu plus vénère, mais en gros, ça reste, c'est à nous, quoi. Vous pouvez pas, en gros, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Même si c'est un truc assez subtil, ils ne se focalisent pas là-dessus, mais subtilement, cette entreprise, sans l'avoir insisté là-dessus, parce qu'évidemment, s'ils insistaient sur ça,
Ils étaient vraiment informatifs avec leurs clients. Personne qui prendrait, enfin, il y aurait beaucoup moins de gens qui prendraient, qui prendraient leur service. C'est parce que, en fait, l'œuf artificiel, tu peux pas l'emmener chez toi avant 6 mois. Et encore, avant 6 mois de grossesse, tu peux encore le garder chez toi que 2 semaines. Parce qu'en fait, cette société, et c'est ça aussi qu'il faut faire attention, et c'est ça aussi le message du film, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas prêter une confiance aveugle et en tout cas naïve aux sociétés, aux entreprises. C'est que, eh ben, en fait, ils font des recherches sur... Après, si c'est les parents qui sont courants et qui consentent, pourquoi pas. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais du coup, c'est qu'ils font des recherches et qu'ils ne précisent pas exactement ce qu'ils font. Et non seulement les recherches, du coup, arrivent pendant que l'enfant est dans l'utérus artificiel, mais aussi après. Et après, et ça, il ne parle pas évidemment de l'effet, et là c'est l'effet théorique et l'effet scénaristique de cette artificialité, de cette aseptisation dans le film, mais c'est qu'ils ne parlent pas des effets secondaires. Et là, enfin, ils en parlent, mais vite fait, tu vois, genre, ah oui, il y a ça, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est notamment, du coup, qu'ils ont remarqué, on leur a fait remarquer, que les enfants qui sont nés via leur œuf artificiel, ils ressortent avec l'absence de rêve. Ils n'ont pas la capacité de rêver. Or, contrairement à ce que l'IA psychologue du personnage d'Emilia Clarke a pu dire, et contrairement à ce que eux-mêmes, du coup, ils disent, genre, en gros, c'est pas si important, ils disent que ça n'a pas de fonction primaire, que ça n'a pas une fonction réelle pour le corps. Sauf que tout le monde le sait, enfin, la plupart des gens, en tout cas, le savent, rêver, c'est extrêmement important pour le fonctionnement de notre cerveau et notre développement psychologique. Pourquoi ? Parce que rêver, déjà, ça permet d'assimiler les informations qu'on acquiert et qui nous rentrent dans la journée, que ça soit positive, négative ou juste neutre. Donc ça nous permet d'assimiler les informations du travail, de la vie de tous les jours, à l'école, si vous êtes à l'école. Mais aussi, ça permet au cerveau de décompresser, d'assimiler certaines expériences. Si elles sont positives, ça permet d'asseoir la positivité dans leur corps, et si elles sont négatives, ça permet de commencer un travail de détachement et de guérison, entre guillemets, de ces expériences. Donc, contrairement à ce que ce personnage peut dire dans le film, c'est pas anodin que les enfants qui naissent via ce moyen naissent sans cette capacité de rêver. Et du coup, c'est ça que j'avais noté, c'est la gestion du stress, l'information, l'apprentissage et aussi les émotions. Les rêves, ça a un rôle en fait régulateur extrêmement important. Et du coup, ça parle aussi, même si j'ai l'impression que le film est en faveur de la PMA et du coup de l'importance de pouvoir avoir des enfants dans le milieu du travail sans que c'est une conséquence dramatique en gros pour la carrière des personnes qui souhaitent être parents, quel que soit le sexe ou le genre des personnes d'ailleurs, que ce soit dans le film ou personnel. Mais oui, je sais plus ce que j'ai dit. Mais du coup, ouais, c'est ça le point fort du film. Ça parle du coup des importances que ça peut avoir de la relation qu'on a soit avec ses désirs d'être parent, que ça soit physique ou adoptif, on va dire, et aussi par rapport à sa relation qu'on peut avoir avec le travail et la société. Et ça aurait pu être quelque chose qui soit genre, il s'éparpille, en gros, un peu comme ce podcast qui va durer pour l'instant. Ça fait déjà 1h13 que je filme, évidemment, il y aura des coupures. Mais du coup, il s'aurait pu dire, il parle de ça, ça s'éparpille. Mais en fait, le mélange, c'est extrêmement bien fait, ça a été extrêmement bien réalisé et du coup écrit parce qu'évidemment, un bon film ou une bonne pièce de théâtre, ça ne peut pas être un bon film ou une bonne pièce de théâtre, enfin, en tout cas, dans des très rares cas, sans que le scénario soit excellent. Et ça, c'est mon avis aussi, peut-être parce que je fais des études d'écriture aussi, c'est peut-être pour ça. Mais du coup, il y a aussi un truc que j'ai trouvé assez marrant. Ça sera mon avant-dernier point, c'est que même dans la société du personnage d'Emilia Clarke, dans son entreprise, ils encouragent les personnes, enfin, ils proposent ce bénéfice, comme on peut proposer d'avoir des fruits gratuits tous les matins dans l'entreprise. Un de ces bénéfices, c'est des avantages, pardon. C'est que une partie
du coup qu'engendre cette grossesse est pris en charge en gros par l'entreprise. Mais par contre, ils encouragent, hein, vous devrez, si vous voulez continuer comme ça, si vous avez déjà de vous-même vous envisagez, sachez que en gros, il y a une partie qui est prise en charge par l'entreprise. Mais par contre, si dans la partie où tu as le droit à avoir 2 semaines ton enfant, enfin ton futur enfant, avec toi en dehors du centre de grossesse artificielle, par contre, dans cette entreprise-là, ils disent « Ah, c'est un peu gênant quand même ». Donc ça montre aussi, enfin gênant dans ton travail, tu es déconcentré, ça peut déconcentrer les autres, machin. Mais ça montre aussi que malgré le fait que la société peut avancer, la société dans le sens général et gouvernemental, et les mentalités des gens, ça montre aussi que même si malgré on avance, il y aura encore à l'heure actuelle en tout cas, il y aura encore toujours des petites réticences. Ça montre que malgré les avancements qu'on peut avoir et que la société peut faire, en tout cas dans l'avancement de l'état de grossesse et d'enfantement, on va dire, de matière générale, si la mentalité des gens ne change pas, et la société non plus ne pourra pas avancer. Le gouvernement pourra proposer et mettre en place des trucs concrets qui vont aider à ce que les choses bougent. Si les mentalités ne changent pas, il n'y a rien en gros qui va avancer, ou alors ça va prendre extrêmement de temps. Et on va passer et on va finir avec Scream 5, donc Scream 5. Donc Scream 5, en fait, c'est pas un film vraiment que j'ai raté, c'est juste que je me suis dit... Enfin, j'ai essayé trop le temps de passer avant de le regarder, pardon. Donc du coup, c'est un film qui, comme j'avais dit un peu plus tôt, qui est un film qui est sorti en 2022, et ça reprend, en fait, c'est la suite du coup, évidemment, vu que c'est le 5e, de la franchise qui est sortie il y a très longtemps, Seigneur. Je sais pas quand. Attendez, on va regarder ça tout de suite. Attends. Ah non, du coup, si je quitte ça... Attends. Ah, comment on fait ? Bref, souci technique, c'est sorti dans les années 90, je suis sûre. Mais du coup, le Scream, c'est un tueur en série qui est masqué avec, je vous mettrai en image dans la partie vidéo et pour la description. Alors, Suzy, concentre-toi, tu es en écriture. Alors, la description audio, c'est le tueur caché, on ne sait pas c'est qui, mais il est habillé noir avec... Bon, il a un pantalon, mais il a sorti pas une robe, enfin si, on va dire une robe, mais un masque surtout. Ce qui caractérise le tueur de Scream 5, c'est que son personnage reprend un petit peu le cri. Alors, je sais pas c'est qui le peintre, mais la peinture, il me semble que le nom, c'est le cri. C'est un personnage, vous voyez, qui est... les mains sur les oreilles, qui a la bouche grande ouverte, telle pour crier, et avec les yeux assez grands. C'est un personnage assez un peu 2D, et c'est pas un personnage réaliste. Mais ça reprend un peu, le masque, ça reprend un peu ça. Donc les masques de Scream 5, le visage il est blanc, avec la bouche grande, démesurée un petit peu, qui tombe vers le bas, et le trou des yeux et de la bouche il est noir. Donc c'est ça le personnage de Scream 5. Et dans le tout premier, enfin de Scream, le tueur de Scream. C'est Ghostface le nom de ce tueur et de ce personnage. Et du coup, dans le premier, c'est un tueur qui s'en prend après, je sais plus pourquoi honnêtement, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, enfin que je l'ai vu. Il s'en prend à une personne et il essaye de tuer elle déjà, et il tue plusieurs de ses amis et de son entourage. Et il sème un peu la panique et la terreur telle que Freddy et Jason et Michael Myers pourraient le faire. Et du coup, Scream 5, ça reprend la franchise il me semble qu'avec l'actrice principale du premier, qui est Neve Campbell. Ils sont arrêtés, je crois, au 4e, au Scream 4. Et le Scream 5, du coup, redémarre cette franchise. Et je me suis dit, c'est très bien, vas-y, parce qu'ils font ça énormément en ce moment. Ils font des reboots de trucs des années 90, c'est la mode, c'est la tendance. Et moi, j'avais adoré ce Scream, et je me suis dit, juste pour mon plaisir, je vais regarder ce film. Et en sachant, du coup... qu'il allait en avoir un autre, parce qu'en fait, ils en ont prévu même 7, enfin un 7e du coup de Scream, mais on va revenir un peu sur ça plus tard. C'est un peu en péril à mon avis. Mais du coup, ils ont redémarré Scream 5, et sans trop spoiler,
À la fin du film, je me suis dit: «Mais c'est très bien, il a été très bien fait, il y a eu un début, une fin et tu peux pas reprendre. Si tu reprends, je me demande comment ils vont faire». En fait, le film est terminé, ça peut être un one off, en fait. C'est-à-dire qu'il peut se suffire à lui-même. Il y a pas besoin de faire de suite et ça finit pas avec en suspens, tu vois? Il y a pas l'histoire finit pas en suspens. L'histoire à la fin, elle est finie. Du coup, je me dis: «Mais je savais du coup que comme, j'ai mis du temps à regarder Scream 5, qu'il va y avoir un Scream 6 et forcément un Scream 7». Je me suis dit: «Mais ils vont parler de quoi dans le Scream 6 en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Clairement, ça va être le film pour faire de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire?» Et on va reparler de Scream 6 dans un autre épisode. Mais ce petit spoiler, du coup, ils en sont bien sortis et franchement, ça a été très bien fait. Mais du coup, avant de parler sur la polémique qui est Scream 7, on va parler du coup de ce film qui du coup reprend des nouveaux personnages, dont un des personnages principaux que vous avez pu voir, je pense, dans Mercredi. Et dans quoi d'autre elle a joué là? Ah oui, dans Jane the Virgin, qui était, je crois, c'était une série de CW qui est disponible sur Netflix. Donc c'est avec Jenna Ortega. Excellente dans Mercredi et dans Jane the Virgin, où elle jouait le personnage, la petite fille de Jane, enfin la version enfant de Jane. Et aussi futurement, elle va jouer dans le remake de Beetlejuice, enfin le remake, Beetlejuice 2. Ça va être. Et j'ai très 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 hâte de voir ça. Et elle est accompagnée par la personne qui joue sa sœur dans le film. Donc l'autre personnage principal, par Melissa. Alors là, j'ai très mal écrit. Je sais pas si, je pourrais pas dire si c'est je crois que c'est un B. Barrera. Melissa Barrera, il me semble que c'est un B, ouais. Melissa Barrera. Et elles sont accompagnées aussi, bon, il n'y a pas tous les acteurs évidemment, par Mikey. Est-ce que c'est un. Il faut vraiment que j'écrive mieux, hein. Je pense que c'est Mikey Madison. Neve Campbell, du coup, aussi. Il y a, malgré qu'ils ont changé évidemment les acteurs, ils ont des acteurs legacy, je vais employer le terme en anglais parce que c'est important après plus tard dans le film. Donc ils ont employé des acteurs d'avant qui font la légende. Non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi, legacy? Bref, mon cerveau de multilingue est blanc là. Mais, mais en gros, c'est dans le sens héritage qui ont fait le succès du film. Il y a quelques personnages qui reviennent, dont le personnage de Neve Campbell. Et aussi de Courtney Cox, qui était dans les autres Scream, mais aussi connue pour son rôle évidemment dans Friends, de Monica. Et il y a aussi le personnage enfin, il y en a plein d'autres, mais il y a aussi le personnage du shérif des premiers Screams qui revient. Il n'est pas shérif dans ce film-là, mais il revient aussi. Et il y a également aussi le petit Dylan, enfin le petit, c'est un adulte, hein, qui est juste, on a peut-être même le même âge, bref. Le petit parce que dans le film c'est un ado. Bref, il y a le petit du coup Dylan Minette que vous avez pu voir dans 13 Reasons Why. 13 ou 13? Bref, 13 Reasons Why, dans le film Don't Breathe. C'est aussi un film d'horreur excellent. Et là, petit aparté sur ça, j'étais le voir au cinéma celui-là, et dans le film, littéralement, j'ai retenu ma respiration. C'était tellement prenant ce film que j'étais un peu comme les personnages à retenir ma respiration pour pas qu'on me repère. Bref, et vous avez aussi pu le voir dans le film Goosebumps, qui est ce qui a sans doute été traduit par Chair de poule. Avec... Oh putain, sa mère. Avec... Ah merde. Ah la honte. Jeff Black. Oh Seigneur. Ma mémoire, franchement, parfois elle est vraiment nulle, hein. On dirait une mamie de 90 ans. Bref, du coup, tout ce petit beau monde, et le film a été réalisé en collaboration du coup par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillette, et il a été écrit par James Vanderbilt, Guy Busick et Kevin Williamson. Donc c'est un film du coup de 2022 qui reprend le personnage de Ghostface, le tueur de Ghostface, et ils rendent pas mal hommage à d'autres films d'horreur. Et en fait, la première scène du film, ça reprend le schéma de la première scène du Scream 1, en fait, du tout premier Scream. Donc c'est le personnage du coup de Jenna Ortega qui est chez elle, je crois qu'il fait du house-sitting, donc qui est juste chez elle toute seule, et qui en contact, je crois que c'est par message avec une de ses copines, et qui a le téléphone qui sonne. C'est un faux numéro. Non, c'est quelqu'un qui prétend, parce que oui, spoiler, du coup, c'est le tueur, qui prétend
vouloir laisser un message à sa mère. Il dit de manière très vague, mais dans l'intonalité de genre c'est précis. Je viens du groupe et c'est I'm from the group. Il dit après par son ingéniosité, il entame la conversation avec le personnage pour la mener en confiance et pour la triquer, pour la piéger, pour après s'introduire chez elle et essayer de la tuer. Et le reste du film, ça va être ça. Pas essayer oui, enfin, essayer de la tuer, mais ça va reprendre du coup, le personnage, il n'arrive pas à la tuer. Et il va vouloir, évidemment, finir son entreprise de meurtrier. Pour moi, ce film, déjà, bon, je vais reprendre, c'est peut-être pas dans l'ordre, hein. Franchement, comme je dis, c'est un peu fouillis, peut-être pas aussi parce que, du coup, là, je sens que mes ovaires sont en train de me dire s'il te plaît Suzy, retourne au lit. Mais aussi parce que je vais dans le sens de mes notes parfois, aussi de ma mémoire. Parfois j'ai pensé à un truc et en fait c'était au début de mes notes. Bref, là on va essayer de se tenir aux notes pour essayer aussi de faire un peu plus court ce podcast. Mais du coup, pour moi, ça commence le film commence de manière extrêmement, du coup, Scream 5. Il reprend la scène du début, mais il se l'approprie aussi un petit peu. C'est pas non plus en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est pas non plus un pâle copier-coller. Genre, ils reprennent pas tout exactement, ils l'ont mis un peu au goût du jour. Et aussi de manière visuelle, il me semble que dans le premier, les couleurs sont un peu plus blanches et un peu plus aseptisé. Et là, c'est un peu plus chaleureux et un peu plus sombre. Et j'ai l'impression aussi que, bon, même si les films d'horreur de notre époque étaient quand même, pouvaient être assez hardcore en matière de violence, en termes de sombricité, en termes de sombre et d'ombre, les films d'aujourd'hui de thème d'horreur, en tout cas en termes de couleurs, ils n'hésitent pas parce que la colorimétrie, je crois que c'est le terme, ça raconte aussi l'histoire du film, et c'est aussi un point qui est extrêmement important dans le faisage de film. Oui, je vais inventer des mots. Écoutez, ça va faire partie du lexique de la trilogie. Et du coup, ce que j'ai bien aimé aussi avec ce film, c'est qu'il rentre tout de suite dans l'action. Donc on va pas attendre, et on va pas attendre que l'action démarre aussi, parce que le film, hein, il dure qu'1 heure et demie, je crois, donc faut pas non plus traîner. Ça engage le visionneur, les visionneurs, oui, les visionneurs. Ça engage du coup les personnes qui regardent le film directement. C'est ça aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que ça reprend la nostalgie du film, évidemment. Tous les films qui font des reboots, qui relancent des franchises ou qui font des remakes d'anciens films ou séries, c'est évidemment parce que ça fonctionne, et parce que ça fonctionne sur la nostalgie. Donc ça joue aussi sur la nostalgie, mais c'est pas non plus trop abusé. Ils essayent de faire quelque chose qui leur est propre, et c'est ce qu'ils ont très très bien réussi à mon avis. Donc ils parlent évidemment pour accrocher ceux qui ont vu Scream 1 avant. Ils parlent évidemment du premier, ils reprennent certaines choses, et ils ont repris d'ailleurs avec les personnages et le groupe d'amis du coup de Jenna Ortega, du personnage de Jenna Ortega. Ils reprennent un peu la même dynamique avec le même type de personnages. Notamment, je pense là à un autre des personnages qui sera un des personnages principaux secondaires de Scream 6. C'est le personnage comment dire, de l'expert en cinéma, du passionné de cinéma. Et là, cette personne, c'est une jeune fille qui a exactement le même comportement, la même façon et la même passion que le personnage. Et là, du coup, c'était son oncle. Enfin, le lien qu'ils font aussi avec les premiers films et ce film-là, j'ai trouvé ça très, très sympa et très, très marrant et très, très bien fait. C'est que du coup, le lien, c'est que non seulement le comportement, la personnalité, la passion est la même, mais aussi c'est très fin, c'est très léger. Et oui, aussi, ils ont fait des très belles mentions et des très belles références à certains films d'horreur, notamment le Babadook et The Witch et Hereditary. Seulement, je peux pas le prononcer. Hereditary. Bref, un film qui avait fait beaucoup parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde de l'horreur qui l'avaient grave aimé. Est-ce que ça allumé? Oui, ça allumé. Donc c'était une belle mention. Ils rendent hommage évidemment à la nostalgie de Scream 1, 2, 3, 4, mais aussi ils rendent hommage au genre de l'horreur
et enfin, c'est très appréciable et c'est très... ça fait plaisir, ça touche à la petite nostalgie et à l'appréciation des films. On va passer sur Jenna Ortega. Franchement, Jenna Ortega, au début, quand j'avais vu Mercredi, j'avais pas réalisé tout de suite que c'était elle de Jane the Virgin, parce que Jane the Virgin, je l'ai dévorée cette série, je l'ai adorée. Et j'ai trouvé l'actrice qui jouait la version enfant de Jane était très 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 bien. Et ça m'avait surprise, du coup je me suis dit, mais c'est elle est trop chou, elle était trop chou dans cette série. Et Jenna Ortega, du coup, par Jane the Virgin et Mercredi après aussi, Wednesday, j'avais extrêmement apprécié son jeu d'actrice et son sérieux et aussi ce qui est pas normalement tu peux détacher les deux, mais aussi son comportement en dehors des caméras. Enfin, derrière les caméras, je trouvais que c'était quelqu'un d'assez déjà passionné par ce qu'elle fait, mais aussi investi dans le fait que le monde du cinéma, c'est pas forcé d'être un monde tant élitiste et aussi mauvais, parce que malheureusement c'est une industrie qui peut avoir un peu comme dans beaucoup, qui peut avoir des pensées un peu, bref, ça peut être assez mauvais, parfois certains comportements de personnes, et j'avais trouvé qu'elle avait qu'elle était intègre comme personne. Après, de ce qu'on peut voir publiquement, ça se trouve, elle n'est pas du tout comme ça, enfin ça m'étonnerait qu'elle soit pas comme ça, mais voilà. Et j'avais trouvé aussi très intéressant, et je sais pas si c'est moi, et je sais pas si c'est juste, mais j'avais trouvé que c'était bien ce qu'ils avaient fait avec comment ils cassent le quatrième mur, entre guillemets. Je crois que c'est une imagerie qui me semble, et je devrais savoir ça avec les années de théâtre que j'ai fait, et les études et les travaux que j'ai fait. Et il me semble, du coup, j'aime reprendre que la théorie du quatrième mur, c'est quand je pense que ça vient du théâtre, je devrais savoir ça, mais il me semble que ça vient de là. Du coup, c'est quand tu brises le lien entre la caméra et... enfin, le voile qu'il y a entre la caméra et le public. Et ils ont fait ça alors avec, évidemment je m'en souviens pas, avec la mixture du coup du film Scream 1. Je sais pas si c'était voulu, parce que c'était un peu, enfin je sais pas si c'est exactement le même terme hein, aussi. C'était quoi, parce que dans le Scream 5, il parle aussi d'un film qui s'appelle Stab, du coup poignardé, qui est un peu le Scream mais dans le film. Scream, ce qui est le film que nous on connaît, mais du coup dans le film, pour eux, le film Scream, il s'appelle Stab. Et je sais pas si c'est ça comme ça, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'ils apportent un peu tout ce qu'il y a, l'engouement et tout le côté populaire que Scream a eu, et tout le côté franchise de Scream, qu'ils apportent aussi ça dans l'univers de... Je me souviens plus aussi si dans les premiers Scream il y avait eu ça, mais je trouvais ça assez marrant qu'ils le fassent dans ce film, parce que du coup ça investit non pas spectateur, le visionnaire. Ça investit le visionnaire encore plus, et ça nous accroche, parce que du coup la plupart des gens, on va pas se cacher, qui ont été voir Scream 5 ont vu les 4 premiers Scream, même si à mon avis Scream 5 se suffit à lui-même, c'est-à-dire que si t'as pas vu les premiers Scream, je pense que du coup ça a été très bien et très voulu de faire ça, c'est que du coup même si t'as pas vu les 4 premiers Scream, tu peux aller voir Scream 5 en ne connaissant rien de l'histoire, parce que du coup avec la première scène dont on parlait plus tôt au début de cette partie, ils remettent en place et ils positionnent une histoire, donc il n'y a pas besoin d'avoir vu les 4 premiers Scream, mais si tu les as vus, du coup tu peux repérer les petites références et les petits... comment on appelle ça, les petits easter eggs qui sont faits du coup au monde de l'horreur, du film d'horreur, mais aussi surtout en particulier à Scream, et du coup là, avec les stables, je trouvais ça vachement intéressant, et du coup aussi qu'ils amènent les acteurs originaux, enfin certains, la plupart, enfin beaucoup des acteurs originaux, je trouvais ça très bien, parce que du coup ça parle à la nouvelle, enfin à la génération, je dis t'as 33 ans, t'as 32 ans et demi. Pourquoi je me vieillis? Du coup, ça ramène les spectateurs des 4 premiers Scream, mais aussi ça apporte une certaine légitimité du coup à ce Scream 5, mais aussi à l'histoire dans le film en lui-même, parce qu'il parle
des événements dans ce Scream 5. Du coup, il parle des événements qui se sont passés, parce que ça se passe dans la même ville. Et il parle des événements qui se sont passés, du coup, des années auparavant. Et du coup, il se ramène les personnages, enfin les victimes qui ont vécu ces horreurs-là. Il les ramène dans cette partie-là. Et du coup, les amener, ça apporte une certaine légitimité à l'histoire. Et du coup, à l'histoire des personnages, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, ça les aide, bref. Je trouvais ça très très bien du coup, pour les OG, les premières personnes qui ont vu les premiers Scream, mais aussi pour les nouveaux spectateurs, les visionnaires, du fait qu'il y ait des anciens, entre guillemets, même si c'est des anciens, pour eux, du coup, ceux qui n'ont jamais vu les 4 premiers Scream, c'est des anciens dans le terme parce que ils sont âgés et qui viennent d'avant dans l'histoire. Et bon, c'était juste très agréable de revoir Neve Campbell et Courtney Cox et son ex-mari, dont j'ai oublié le nom, du coup, monsieur David Arquette, je crois c'est. Mais du coup, oui, c'est un film qui se suffit très très bien à lui-même. Et franchement, si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez jamais vu enfin, que vous n'avez pas encore vu, ce que je vous conseille vraiment du coup de les regarder, les 4 premiers, si vous n'avez pas vu les 4 premiers Scream, franchement, vous n'avez pas besoin enfin, je vous conseille, mais vous n'avez pas besoin d'avoir vu ces films avant pour regarder Scream 5, parce que Scream 5 se suffit à lui-même, et il se termine un peu comme ça aussi. Donc il n'y a pas besoin que le film soit repris, mais du coup il va être repris, spoiler. Il va être repris dans le 6. Ça va suivre en fait le 6, petit spoiler aussi sur le prochain podcast, et petit avant-goût, ça va suivre en fait l'histoire un peu. Je me suis demandé à la fin, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Scream 6 et Scream 7 aussi, encore plus avec Scream 7, si jamais ils finissent par le faire. Mais du coup, ouais, c'est ça aussi, qu'ils ont repris la franchise sans pour autant que ça soit un truc qui ait besoin de ce qui est... Sans pour autant que le film Scream 5 ait besoin des films qui est avant pour fonctionner. Certes, ça a fonctionné et ça fonctionne en partie parce que du coup, l'univers avait déjà été créé, mais sans ça, même si l'univers avait été créé, s'il n'y avait pas eu d'autres films avant, le film aurait très bien pu marcher. Il me semble qu'il a très bien marché sans avoir les 4 premiers Scream. Et ça, c'est très, 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 très bien. Mais aussi, ce qui est bien, ce qui a pour moi fonctionné, ce qui fait que la nostalgie a bien fonctionné et les références ont bien fonctionné, c'est parce que c'est fait avec parcimonie. En tout cas, à mon goût, à moi, ça n'a pas été trop. Ils n'ont pas trop parlé des premiers Scream. Ils n'ont pas non plus, ils n'ont pas oublié non plus d'en parler. Ça a été dosé à la perfection. Donc du coup, j'avais écrit qu'ils avaient l'intention, évidemment, du coup, de reprendre la franchise, de reprendre l'univers, les manières de faire, les caractéristiques, etc. Mais plus par inspiration. Genre, ils sont pareils, ils en parlent. D'ailleurs, ils en touchent un peu, ils répondent un peu aux critiques qui du coup, allaient certainement pour sûr arriver après la sortie du film. Ils reprennent, ils ont l'intention de reprendre Scream et d'être pareils, mais en même temps d'être différents. Donc ils sont similaires, mais en même temps différents. Ils sont inspirés d'eux, plus que d'eux, on va être une pâle copie des premiers Scream. Pour revenir sur le personnage qui est l'experte et la passionnée de cette nouvelle génération de Scream, j'aurais dû noter son prénom, mais c'est du coup, elle reprend que du coup Stab et ce qui est bien ici, ils font la parallèle entre les films et ce qui se passe dans leur vraie vie à eux, fictive, que les personnages du coup sont comme dans un film d'horreur, que la fiction a rejoint la réalité et qui sont dans un horreur de style élevé, donc elevated horror, et que c'est un reboot. Elle a employé le terme, c'est un requel, qui reprend du coup, c'est un reboot du coup de la franchise Stab dans le film, et du coup aussi de la franchise Scream, mais aussi c'est la suite même, parce que du coup il y a les anciens qui ont inspiré dans le film Stab, qui ont inspiré les personnages de la vraie vie dans Scream, qui ont inspiré le film fictif Stab, et qui ont aussi du coup les anciens acteurs qui reviennent. Du coup c'est une suite, c'est en même temps un reboot, mais c'est aussi une suite du coup Scream 5. Donc c'est un attends, j'avais dit quoi? Requel, c'est un requel qui a été très très bien fait, et parle de termes, et je me suis dit, mais ça, tu vois, vraiment, les gens, ils vivent, c'est des encyclopédies, parfois c'est vraiment incroyable et c'est admirable.
et c'est très inspirant. Mais aussi, il y a un petit truc, je me suis dit, et là ça vient d'autres films, ça va être ma référence à moi aux films d'horreur, je me suis dit, mais après ça c'est parce que je m'étais investie, je pense, à fond dans le film, c'est que, vous savez, parfois dans les films d'horreur, on dit mais non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu vas là? Mais non, ne va pas là! Arrête! Non, reviens! C'est parce qu'à un moment, il y a une scène où c'est la mère du personnage de Dylan Minnette qui va essayer, du coup, spoiler, désolé, mais qui va essayer d'aller sauver son fils, alors qu'elle ne devrait pas en fait. Elle a le tueur, du coup, Ghostface au téléphone, et je sais plus ce qu'elle a dit ou ce qu'elle aurait dû ne pas faire, mais un truc, elle a suivi du coup son instinct de mère, mais du coup qui a porté à sa perte, et du coup aussi par conséquent du coup à la perte de son fils. Et du coup, pourquoi j'allais être ma référence de film, ma référence de film d'horreur, c'est que dans Saw, il y a notamment, c'est dans Saw, je sais plus c'est lequel. Je sais plus son nom. Bref, c'est un des personnages, un des flics qui a un fils, et le personnage de Jigsaw, John Kramer, lui dit, fait comprendre qu'en gros, qu'il faut pas suivre ses instincts, que si tu m'écoutes, en gros, tu auras ton fils en vie. Peut-être qu'ils ont fait ça exprès pour faire une petite... Oh, non, je pense que c'est en vrai. Ma parole dépasse ma pensée, des fois inversement. Je pense que c'est pas fait exprès, mais c'est parce que j'adore la franchise de Saw. Le flic retrouve John Kramer, je pense, parce qu'il est tombé un peu dans un piège. Du coup, c'était voulu de la part de Jigsaw, le tueur. Du coup, il le trouve et il essaie de l'interroger parce qu'il se rend compte en fait qu'il a kidnappé son fils. Et qu'il l'a mis dans cette pièce pour jouer au jeu de Saw, de Jigsaw. Et du coup, il le fait parler, et il lui dit au tout début, si tu m'écoutes jusqu'à la fin, en gros, tu vas retrouver ton fils sain et sauf. En gros, va pas jouer contre tes instincts. Et là, je pense que cette mère, elle aurait dû suivre le conseil de Jigsaw, de ne pas suivre ses instincts, parce que parfois, nos instincts, même si c'est les instincts primaires, tels que l'instinct qui est pour moi un des plus forts, l'instinct maternel, et ben parfois, c'est pas pour la bonne chose. Hein. C'est tout ce que j'ai écrit. Mais oui. Mais du coup, on va finir sur pourquoi... sans trop vous spoiler du coup du 6, sans trop vous spoiler du 6, pourquoi je m'étais dit avant de regarder Scream 5, du coup, vu que depuis entre la sortie et le mois qui regarde, il s'est passé beaucoup de temps, du coup il s'est passé 2 ans. Il y a Scream 6 qui sort et normalement Scream 7 qui est en préparation. Pourquoi j'ai dit normalement? C'est parce que du coup, spoiler alerte, Jenna Ortega n'en fera pas partie. Donc du coup, j'aurais dû écrire les noms des personnages, mais du coup, le personnage de Jenna Ortega ne feront pas partie de Scream 7, parce qu'elle a choisi, je sais plus pour quelle raison, c'est de son propre chef de quitter, je crois parce qu'elle a d'autres projets, de partir, de quitter la franchise. Mais aussi, non seulement pourquoi, et en tout cas, ils vont pas reprendre, à mon avis, les personnages, ou alors ils vont les tuer, je ne sais comment, mais ils vont pas reprendre ces personnages-là. Et pourquoi aussi ça? Du coup, vu qu'il a cette continuation de la franchise Scream avait très bien fonctionné, et je pense que ça a mis en péril. Déjà, ça a commencé par ce que l'autre personnage du coup qui est joué par Melissa Barrera, le personnage de la grande sœur, elle a été virée. Et pourquoi elle a été virée, je trouve, après ça c'est mon point de vue personnel. Pourquoi elle a été virée? C'est parce que d'après ces personnes-là, elle aurait dit des propos antisémites, alors que pas du tout, elle avait juste montré son soutien à la Palestine et au fait de libérer le peuple palestinien des sionistes. Il me semble que oui, dans ses propos, elle avait employé le terme de sioniste, et de gouvernement, elle n'avait pas dit les Israéliens, elle n'avait pas fait de généralisation, en tout cas de généralisation du peuple israélien, et généralisation un peu plus globalement des personnes juives. Pour moi, elle avait juste montré son soutien au peuple palestinien, et elle s'était pas attaquée. Elle avait exprimé son désaccord, en gros, avec les agissements du gouvernement israélien, mais pas du peuple israélien. En gros, elle est anti-sioniste, et pour ce que y a des milliers d'innocents ne soient pas innocents et qui ne meurent pas, en fait. Et elle a été virée parce que ça a été jugé antisémite. En gros, les personnes qui l'ont virée ont considéré que la manière dont elle avait exprimé son soutien à la Palestine, d'être pro-palestinienne, en gros, ça avait été d'être antisémite, alors qu'en fait, pas du tout. On peut être pro-palestinien et pro-Palestine sans être pour autant
antisémite, et c'est ce qu'elle avait dit, c'est le gouvernement, elle parlait juste des gouvernements, du gouvernement israélien, du coup de l'IDF. Et du coup, elle s'est fait virer. Après, peut-être que, vu que la franchise a été reprise et qu'elle fonctionne très bien, qu'elle a généré beaucoup d'argent, et ça, je pense, c'est à voir avec question de morale et d'éthique. Mais quand on parlait de Ngannou, même si c'est inexcusable de faire ce genre de truc, il faut aussi comprendre d'où les gens viennent, même si on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, que c'est pas excusable et que c'est, à mon avis, moralement questionnable. Je pense de manière budgétaire, je peux les comprendre. Même si je suis pas d'accord parce que je trouve ça dégueulasse, clairement. Mais du coup mais aussi, du coup après elle a été virée et puis sans être que ça soit, enfin ils le disent pas, mais sans que ça soit mis en relation avec ça, Jenna Ortega a décidé de se casser. Je sais pas, elle a pas dit que c'était parce que du coup sa compagne, sa comparse, sa collègue, elle avait été virée pour des raisons qui sont un peu trop. Par exemple, en fait ce qui me chagrine là-dedans, c'est qu'ils ont viré bon, c'est pas la même société, mais c'est la même industrie. Ils ont viré donc du coup Melissa Barrera pour ses propos soi-disant antisémites, mais ils ont gardé Noah Schnaps. Pourquoi On est pour évidemment on avait dit quoi, la réforme, pas la réforme, la réhabilitation. Les gens peuvent changer, mais les propos, par exemple, que Noah Schnaps a pu tenir, ou les propos qu'il a pu montrer du coup, notamment avec ses fameux stickers, c'est pas du tout excusable. Ils auraient dû s'en écarter l'écarter du coup de la dernière saison de Stranger Things. Mais du coup, parce qu'ils l'ont pas fait, parce qu'ils pensaient que du coup, parce qu'en vrai, son personnage, il est extrêmement important, et c'est un acteur, en fait, c'est un très bon acteur, hein, Noah Schnaps. Mais il aurait dû, pour protéger la série, donc en plus c'est la dernière, et vu qu'en plus, comment les gens, la population, la plupart des gens sont anti-guerre, et que ça soit pro-palestinien et juste les Israéliens en général, ils veulent que la guerre se termine. À cause des boycotts, ils se sont dit on va protéger notre porte-monnaie, en gros, Netflix. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les gens ils ont boycotté même du coup maintenant Stranger Things. Et du coup là, je pense qu'il va se passer avec Scream 7, parce que les gens aussi vont boycotter Scream 7 parce qu'ils ont viré quelqu'un qui n'aurait pas dû être viré. Elle aurait dû dire des trucs un peu plus directs contre la population juive ou contre les Israéliens. Là, ok, oui, tu dégages, ça n'a rien à faire. Là-dedans, c'est punissable et c'est extrêmement dégueulasse. C'est pas ce qui s'est passé. Bref. Mais aussi, pourquoi Scream 7 est encore plus en danger, donc qui vire des actrices, que ça soit questionnable ou pas, ou valable ou pas, ça c'est une chose. Mais aussi le réalisateur, il est parti. Et je sais plus là tout de suite s'ils l'ont viré ou si c'est lui qui a démissionné, mais ils ont perdu aussi leur réalisateur. Et il me semble que c'est le réalisateur de Scream 6. Du coup, donc déjà, ils perdent la sœur, la grande sœur Melissa Barrera, ça c'est une chose, qu'ils la virent, c'est une chose. Le Scream 7 aurait pu continuer avec juste simplement Jenna Ortega et les autres personnages. Qui perdent le réalisateur, ils prennent quelqu'un d'autre, même si du coup tu perds un peu, tu prends le risque de perdre du coup la dynamique, la patte des films précédents qui vont faire que le film va fonctionner encore plus. Tu peux récupérer la perte d'un des personnages principaux, de la perte de ton réalisateur ou de ta réalisatrice. Mais que, du coup là, pour l'histoire, ils perdent du coup la grande sœur, la petite sœur. Déjà ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et mais en plus qu'ils perdent là 3 des personnages, enfin des personnes qui ont les rôles, les acteurs principaux de cette franchise et de ce futur film, Scream 7, on s'est dit, dans la commune de l'horreur, déjà ils perdent les deux là, mais maintenant, ils perdent le réalisateur, qu'est-ce que Scream 7 va devenir ? À mon avis, ils vont réussir à récupérer la chose, mais à quoi ça va ressembler ? Ça, c'est la grande question, et franchement, j'ai hâte de voir la suite des... Du coup, je disais, parce qu'évidemment ma batterie s'est terminée, je disais j'ai hâte de voir ce que ça va donner Scream 7. Et voilà, c'est tout pour le premier épisode de cette saison 1 de la trilogie. On se retrouve du coup la semaine prochaine, et j'espère que vous avez bien aimé ce premier épisode. La prochaine fois, ça sera promis un petit peu mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous regardez ça sur YouTube, ce que vous avez pensé, si vous avez des retours, ce que j'aimerais voir comme film, si vous avez des suggestions de films, si vous avez aussi des suggestions qui pourraient m'aider à m'améliorer dans ce podcast pour que votre podcast, au final, soit de mieux en mieux.
Et si vous êtes en audio, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, en privé, pour me dire ce que vous en pensez en message. Mon Instagram, c'est Suzy Margot et Suzy, c'est S-U-Z-Y et Margot, c'est un O-T à la fin. En ce moment, je crois que j'ai une photo de moi qui est, en noir et blanc, mais avec un fond rose. Et voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 2. Donc je vais essayer de faire ça, comme je vous disais, de filmer ça toutes les semaines. Enfin, de poster au moins quelque chose toutes les semaines. Au mieux et au pire, ça sera une fois par mois. Mais la semaine prochaine, du coup, pour l'épisode 2, on va parler de Exorcist Believer, Scream 6, parce qu'il y a des choses à dire sur ce prochain opus, on va dire, de Scream, et aussi de... Alors, c'est... de What We Do in the Shadows, mais la version de 2019 et la version américaine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, et j'espère d'ici là qu'il y aura eu un cessez-le-feu pour le bien du peuple palestinien, le peuple israélien et pour le peuple humain en général, parce que ça nous touche et ça, bref, on est tous reliés. Et j'espère d'ici là qu'il y aura eu vraiment un cessez-le-feu, que les gouvernements vont se bouger un peu le cul. Je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à partager, à aimer ce podcast, à vous abonner à la chaîne du coup, sur YouTube et à vous abonner au podcast sur Spotify. N'hésitez pas à venir échanger avec moi, soit sur YouTube ou sur Instagram. Et on se dit à la semaine prochaine, du coup. Je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche et une belle vie. Bisous!